Salut à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture chuchotée d'un livre qui s'appelle Apollo 13. Je vous avais lu la 4e de couverture. Désolé pour la voiture. Donc, je vous avais lu la 4e de couverture la vidéo précédente. Donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai réglé mon problème de son par rapport au micro. J'ai simplement pris le micro de mes écouteurs parce que le micro que j'utilisais ne fonctionnait pas sur mon téléphone, tout simplement. Manque de chance, je m'en suis aperçu trop tard. Donc voilà, j'espère que vous m'entendrez mieux et que ce sera plus agréable pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ce livre parle de la fusée Apollo 13. Donc ça parle de la conquête spatiale dans les années 70. Donc on est parti. Voilà. Alors, on va commencer par le prologue. Lundi 13 avril 1970, 22h, heure de Houston. Des pilules de cyanure. Qui avait bien pu lancer cette rumeur? Les astronautes, disait-elle, seraient pourvus, avant chacune de leurs missions, d'un cachet mortel. En cas de situation désespérée, il leur suffirait de l'avaler pour éviter une agonie trop prolongée. La presse et le grand public y croyaient dur comme fer. Et même certains membres de la NASA, dès qu'un nouveau à l'agence rencontrait un astronaute pour la première fois, ils posaient immanquablement la même question. Ils existent vraiment, ces comprimés empoisonnés? Cette histoire faisait rire Jim Lovell. Des pilules suicides, et quoi encore? D'abord, il faudrait se trouver dans une situation qui conduise à envisager sérieusement, disons, un départ prématuré. Et il y aurait alors d'autres façons de s'y prendre. Après tout, dans le module de commande, il y a la manette d'aération de la cabine. Un tour de poignet, le tour serait joué. La pression confortable de la capsule ferait place à la pression zéro du vide intersidéral. L'atmosphère intérieure s'échapperait, le vide extérieur s'engouffrerait. Les poumons exploseraient, le sang se mettrait instantanément et littéralement à bouillir. Les cellules du cerveau et du corps réclameraient à grands cris de l'oxygène et tout l'organisme traumatisé fermerait boutique. Tout simplement, l'affaire serait liquidée en quelques secondes sans douleur. Cela ne prendrait pas plus de temps qu'un comprimé. Et cette fin-là serait tout de même sacrément
jusqu'à plat et cela restait à confirmer. Le moteur principal semblait avoir rendu l'âme. Ils étaient en mauvaise posture, exactement dans la situation que les journalistes, le public ou les néophytes de l'agence imaginaient quand ils se posaient des questions sur la nécessité des pilules de cyanure. Lovell et ses équipiers ne pensaient pas au poison, ni à la manette d'aération. Ils n'avaient qu'une préoccupation, rétablir l'alimentation en électricité et en oxygène et réparer tout ce qui se détraquait. En serait-il capable? J'espère que vous entendez pas trop les voitures. La question restait posée. Aucun vaisseau n'avait jamais été aussi mal en point, aussi loin de sa base. Quant au champ de Houston, ils étaient inquiets et ne s'engageaient pas. Apollo 13. Ici tout le monde s'active à élucider l'origine de la panne. Faites une fois du contrôle de mission. Dès qu'on a des tuyaux, on vous les communique. Vous serez les premiers informés. Merci, répondit Lovell d'une voix qui trahissait plus d'irritation qu'il ne l'aurait souhaité. D'après ses calculs, Houston n'avait qu'1h54 pour faire part de ses bonnes idées, très exactement le temps d'oxygène qui restait dans les réservoirs de la cabine. Le délai écoulé, les membres de l'équipage en seraient réduits à respirer leur propre gaz carbonique. Ils suffoqueraient en sueur, les yeux exorbités, et mourraient asphyxiés dans un habitacle de la taille d'une grosse automobile. Le vaisseau, privé de pilotage, continuerait de se diriger vers la Lune. On contournerait rapidement la face cachée et piquerait vers la Terre à la vitesse de 40 000 km/h. Hélas, l'engin manquerait notre planète mère d'environ 60 000 km et s'installerait sur une absurde et gigantesque orbite ovoïde qui le renverrait à 400 000 km vers l'espace, puis vers la Terre, puis vers l'espace, la Terre, l'espace, dans une ronde éternelle, sinistre est son but. Le vaisseau survivrait largement à ceux qui l'avaient envoyé, à ceux qui l'avaient lancé. Les humains pourraient observer pendant des millénaires l'errance de la tombe spatiale de Lovell et de ses camarades. Son scintillement persisterait éternellement, ironique vestige de la technologie du XXe siècle, de quoi alimenter la rumeur des comprimés suicides. Lundi 13 avril, 23h30, heure de la côte Est, Jules Bergman boutonna son veston, resserra sa cravate et fixa les yeux sur la caméra dès que s'engrena le compte à rebours des 10 dernières secondes. Autour de lui, l'agitation s'apaisa. Bergman n'aurait qu'une minute d'antenne. Il lui faudrait passer le maximum d'informations en un minimum de temps, comme toujours en cas d'urgence. L'atmosphère du studio s'était électrisée à son arrivée. Personne, parmi ceux qui couvraient les voyages spatiaux, ne s'attendait à rester tard ce soir-là. Seulement, dès que les nouvelles de Houston tombèrent, des téléscripteurs et que les correspondants de la chaîne ABC abreuvèrent la ligne téléphonique d'informations fragmentaires et décousues, tout le monde afflua. La rapidité avec laquelle l'énorme machine du journal télévisé pouvait se mettre en branle et accélérer le rythme avait de quoi impressionner un novice. Mais Bergman n'était pas novice. Il trouvait un peu fort qu'un grand organisme d'information eût jugé bon d'éteindre ses caméras et de lever le camp pour la nuit, alors même qu'un vaisseau d'astronautes naviguait à 320 000 km d'ici. Bergman couvrait les vols spatiaux habités depuis le lancement suborbital d'Alan Shepard. Désolé pour la vibration. Alors, oui, depuis le lancement suborbital d'Alan Shepard en 1961, il savait que le pire en astronautique était de compter sur la routine. Comme aucun autre journaliste avant lui
cela pour comprendre les difficultés et les angoisses des pilotes et mieux les expliquer au public, c'est-à-dire aux contribuables. Seulement voilà, cette fois le public ne semblait pas avide d'explications. On n'était plus à l'époque de Liberté 7 avec Shepard ou d'Amitié 7 avec Glenn, et encore moins d'Apollo 11 avec Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. L'extraordinaire mission qui avait réussi le premier atterrissage sur la Lune 9 mois plus tôt. On était à Apollo 13, au 3e alunissage. En ce printemps 1970, la télévision comme le public était placé. Au lieu de donner des nouvelles de la Lune, la chaîne ABC passait l'émission de Whitmore et quelques membres des Mets de New York. L'équipe de baseball qui avait remporté le championnat du monde, Cavett dut toutefois se souvenir des quelques spectateurs qui pensaient à la Lune en ce tout début d'émission. Aujourd'hui, nous avons eu un jour magnifique à New York, commença-t-il sur le ton de la plaisanterie, un temps à regarder les filles. À propos de filles, vous savez que notre premier astronaute célibataire est sur le chemin de la Lune. Il s'agit bien de Swigert. On m'a dit que c'est le genre à avoir une petite amie dans chaque port. Possible. Mais il frime un peu, tout de même, en embarquant des banilons et des barres de chocolat pour la Lune. Rire du public. Au fait, vous avez lu les journaux, il y aurait eu 3 millions de téléspectateurs de moins que la dernière fois pour regarder le lancement spatial. Le colonel Borman était là l'autre jour. Il l'a reconnu comme tout le monde que les lancements ont perdu de leur prestige. Soyons justes, il a vraiment fait trop beau aujourd'hui. Beaucoup de gens sont allés se promener. Quant aux autres, ils ont cru que le lancement était une rediffusion télévisée. Nouveau rire. Cavett continua sur sa lancée. Le responsable du flash d'information de Jules Bergman sur ABC achevait son compte à rebours. L'image de l'émission de variété fit place au mot Apollo 13 en rouge vif, puis au mot dernière minute en bleu tout aussi vif. Une seconde plus tard, le visage de Bergman apparaissait à l'écran. Le vaisseau spatial Apollo 13 a souffert d'une grave panne d'électricité, commença-t-il. Les astronautes ne courent pas de danger immédiat, mais la panne écarte toute chance d'alunissage. Après avoir inspecté le module lunaire Aquarius, Jim Lovell et Fred Hayes ont regagné le module de commande. Ils ont déclaré avoir entendu un gros bruit suivi d'une baisse de puissance dans 2 des 3 piles à combustible. Ils ont vu également du combustible, apparemment de l'oxygène et de l'azote, s'échapper du vaisseau spatial et ont pu vérifier que les jauges respectives des 2 gaz étaient à 0. Le contrôle mission a donné la consigne aux astronautes de diminuer la consommation d'énergie et de couper le courant. Le temps que les experts trouvent des solutions à la panne. L'ensemble des 3 réservoirs à carburant n'étant plus opérationnel, la difficulté consiste à préserver suffisamment d'énergie pour allumer le moteur de bord du vaisseau afin de ramener l'équipage sur la Terre. Il faut par ailleurs trouver comment enrayer la fuite d'oxygène dans le module de commande. Le centre de contrôle confirme la gravité de la situation, mais je répète, les astronautes d'Apollo 13 ne courent pas de danger immédiat. Cependant, le vol lui-même risque de ne pas pouvoir remplir sa mission. Bergman disparut de l'écran aussi rapidement qu'il y était apparu, pour faire place au facétie de Dick Cavett. L'agitation reprit à l'instant dans le studio. Les spécialistes de l'espace n'avaient pas vraiment apprécié l'optimisme du communiqué diffusé sur les ondes. Les astronautes ne courent pas de danger immédiat, disait la NASA. Était-ce l'avis de ceux qui respiraient leur dernière molécule d'oxygène à 400 000 km de chez eux? C'était bien dans
déjà demandé à des experts de la North American Rockwell, le constructeur du vaisseau Apollo, de venir expliquer à l'antenne ce qui se passait. Dans le studio, les téléscripteurs revenaient à la vie et déversaient les dernières dépêches de Houston qu'on apportait immédiatement à Bergman. Quelques minutes après le précédent communiqué, prudemment optimiste, l'évaluation de la NASA avait nettement évolué, et pas dans le bon sens. Le module de commande d'Apollo 13 n'avait plus ni courant, ni oxygène. Les astronautes devraient abandonner leur vaisseau et gagner le module lunaire. Leur vie, l'agence l'avouait, était en danger. Le réalisateur, près de Bergman, demanda à ses caméramans de regagner le plateau. C'en était fini de la prestation de Dick Cavett pour ce soir-là. Alors, c'était le prologue. Donc je ferai d'autres vidéos pour lire les autres chapitres. Parce que je vais pas vous mentir que là il commence à faire très chaud et ça devient compliqué de tourner, surtout à cette heure-là, là on est en plein milieu de l'après-midi. Donc voilà, donc si vous avez des conseils, des choses à dire, tout simplement des commentaires à laisser, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, parce que ça va faire comprendre à YouTube que vous appréciez ce que je fais. Si vous appréciez, bien sûr. Si vous appréciez pas, ne mettez rien ou dites-le, enfin, dites-le ou ne le dites pas. Faites comme vous voulez. Après tout, vous êtes libre de vos choix. Voilà, c'est simplement pour vous dire que voilà, je serai là pour répondre à vos commentaires un maximum possible. Donc voilà. Ensuite, je sais que dans la vidéo précédente, j'étais censé faire commencer une aventure sur un jeu que je trouvais relaxant. Seulement, j'ai eu un léger contretemps. Donc, j'ai essayé de finir la vidéo le plus vite possible. Donc, je vais vous faire un petit peu de tapping. N'hésitez pas à activer la cloche également si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos. Et dites-moi ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Ça peut m'aider à trouver des idées. J'ai également pour les prochaines vidéos essayé de faire un montage de son. Donc pour que même avec mon micro d'écouteur vous puissiez m'entendre
dit que j'y arrive, mais j'ai essayé. Car je trouve que le binaural c'est vraiment le mieux dans la SMR. C'est ce qui est le plus relaxant, je trouve, le chuchotement en binaural. Donc j'ai essayé de faire du faux binaural du coup. Voilà. Donc, sur un logiciel de son. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter